Bonjour tout le monde, bonsoir où que vous soyez. Bienvenue à ce live sur jeudi qualité. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'annexe 11 des bonnes pratiques de fabrication qui fait référence à toutes les lignes directrices qui ont trait au système informatisé. Tout ce qui concerne la validation du système informatisé, c'est cette ligne directrice qui va faire office et qui va permettre de valider tous les systèmes informatisés. Donc aujourd'hui, nous allons voir une retransmission. C'est pas la vidéo a été préenregistrée, je vais la passer et après on pourra revenir pour des questions et réponses. Donc je vous souhaite très bonne réception. À très bientôt. Voilà, bienvenue à cette session euh, de webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de bonnes pratiques de fabrication sur la validation des systèmes pharmaceutiques, des systèmes informatisés plutôt, c'est-à-dire UE-GMP Annexe 11, qui est l'équivalent de l'Annexe 11 Guide 50 de Santé Canada également. Euh, donc, rapidement, mon nom est Kossi Mollet, donc je suis consultant pour Mivado Global Performance. Euh, je suis diplômé en biologie, génie chimique, membre de l'ordre de l'ordre des chimistes et biochimistes de Québec, certifié PMP Lean Six Sigma, formateur agréé, plus de 25 ans d'expérience en biopharmaceutique. À propos de Vivado Global Performance, en fait, c'est une série de conseils en gestion. Nous offrons de la qualité et la validation. Nous offrons aussi un service d'audit, pour les entreprises ou dans les entreprises, et aussi nous offrons de la formation. Nous avons une panoplie de services, de solutions que nous proposons à différentes entreprises. Euh, il va donc de la gestion de la qualité, validation, euh, la performance ou l'excellence opérationnelle, etc., etc. Donc, il y a aussi la formation, etc. Bonjour à tous, ou bonsoir, où que vous soyez. Je sais que nous ne sommes pas nombreux, mais euh, la bienséance veut qu'on dise bonjour, n'est-ce pas? Donc, le contenu de ce cours, enfin, un cours de ce webinaire sur l'annexe 11, donc des systèmes informatisés. En fait, nous allons parcourir l'historique et le contexte, voire le champ d'application euh, de cette ligne directrice-là et quelles sont les entreprises qui se conforment. Ensuite, nous allons parler donc des exigences et approches de conformité. On va élaborer une comparaison avec avec la partie 11 de 21 CFR de la FDA, OK, parce qu'il y a une similarité. Et aussi, puisque le Canada aussi a énoncé son guide 0050 qui fait office de l'annexe 11 de système de la validation des systèmes informatisés. Donc, on va en parler, étant donné que bon, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas quelque chose de wow, c'est juste une copier-coller de l'annexe 11 des Européens. Donc, l'historique, nous allons voir que l'annexe 11 a été bâtie donc, au fil du temps, comme la plupart des lignes directrices que nous connaissons. Ça a été développé, révisé et implanté. Et aussi, nous allons parler de l'application dans différents pays, l'application au niveau des produits, des procédés et des systèmes. L'annexe 11 originellement a été mis sur pied en 1992. Donc, c'était l'année sur le système informatisé qui a été ajouté donc à la deuxième version donc, des directives des BPF de EDRALES, volume 4. EDRALES, c'est la codification que les Européens donnent
système de lignes directrices. OK? Donc, le volume 4 concerne tout ce qui concerne tout ce qui a rapport avec les bonnes pratiques de fabrication. En 2006, donc, EMEA, c'est l'agence européenne donc, des médicaments, a recommandé un comité pour mettre à jour ce système-là, enfin, cette ligne directrice-là, la NES 11, et aussi le chapitre 4 donc, de la documentation des BPF. Vous allez voir qu'au niveau de la structure, j'ai mis ça à la fin, mais bon, je peux en parler maintenant. Il y a différentes sections qui constituent donc, n'est-ce pas, la documentation sur les BPF, parce qu'il y a les BPF en tant que tel, mais il y a des annexes qui traitent des sujets spécifiques, dont l'annexe 11 qui fait office de système informatisé. Donc, le groupe de travail a publié des ébauches pour commentaires. Donc, les gens ont participé à donner des commentaires publics, etc., pour pouvoir arriver à avoir un document finalisé après 6 mois de révision. Donc, la version finale a été mise en place en 2011 et publiée, et c'est ce que nous utilisons jusqu'à ce jour. Donc, la NES 11, pourquoi une nouvelle version? Parce qu'il fallait se conformer, il fallait s'harmoniser aussi un peu par rapport à la nouvelle réalité ou aux nouvelles réalités qui existent sur le marché ou dans l'industrie. Vous savez, il y a beaucoup de nouveautés, d'initiatives qui se prennent au niveau des entreprises et généralement, les entreprises n'attendent pas la législation ou le gouvernement pour pouvoir innover. Donc, souvent, c'est le gouvernement ou les agences qui rattrapent le train en émettant des lignes directrices pour encadrer, n'est-ce pas, euh, encadrer la profession, ou alors le métier ou le développement, ou alors l'innovation qui est en train de se produire. Exemple, on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Euh, le monde, les entreprises ont pris de court les gouvernements, les agences de réglementation, etc. Donc, la technologie a beaucoup évolué, mais sauf que on n'a pas de loi et règlement qui encadrent ce genre de technologie. Donc, c'est maintenant que on est en train de bâtir des législations ou des règlements pour pouvoir encadrer la pratique. Donc, ce n'est pas étonnant pour la NES 11 de GMP qui a suivi ce même modèle. Donc, on va l'harmoniser par rapport au système informatisé plus performant. On va l'harmoniser par rapport aux produits biologiques. On va l'harmoniser par rapport à la façon dont l'industrie va traiter sa documentation de façon électronique. Donc, tout ça prend des initiatives au niveau non seulement du gouvernement, mais au niveau des acteurs aussi qui doivent s'ajuster. C'est pour ça qu'on fait des publications où on soumet les lignes directrices au public, à l'industrie, pour faire des révisions et aussi des groupes ou des associations pharmaceutiques participent aussi à ce genre de révision. Donc, concrètement, qu'est-ce que les lignes directrices veulent nous montrer comme directive? Euh, L'annexe 11 va mettre l'accent sur l'évaluation des risques. C'est très important parce que la validation doit se baser sur le risque. On ne valide pas n'importe comment, donc on va aller déterminer les points critiques, les éléments essentiels selon l'entreprise, selon le procédé et selon la nature du produit. Donc, on va évaluer ce genre de risque et puis on va contrôler l'opération qui est aussi basée sur le risque. L'annexe 11 a harmonisé donc le contenu de cette annexe par rapport à l'industrie, comme je le disais. Donc, il y a eu aussi de la clarification de l'acceptabilité des enregistrements et signatures électroniques. Il faut dire que les enregistrements et les signatures électroniques existaient déjà
21 CFR, partie 11, donc du Code fédéral de la réglementation, c'est-à-dire au niveau des États-Unis. Donc, c'est 21 CFR Part 11, le fameux 21 CFR Part 11, fait déjà office. D'ailleurs, son titre, c'est Electronic Record, Electronic Signature. Donc, eux, ils avaient déjà cette partie qui était réglementée. Donc, l'Europe et puis le Canada, tout récemment, se sont harmonisés avec cette ligne directrice-là des États-Unis. Donc, ce qui fait que la révision qui a été faite au niveau de l'annexe 11 des Européens vient s'arrimer ou s'harmoniser avec le 21 CFR partie 11 donc, des États-Unis. Donc, le champ d'application de cette nouvelle ligne directrice. Donc, toutes les formes de systèmes automatisés et informatisés utilisés dans le cadre des activités relèvent donc des BPF, relevant des BPF sont directement sujettes donc à cette ligne directrice-là. C'est-à-dire, on va couvrir l'ensemble des systèmes informatisés, que ce soit au niveau de la production, de la qualité, des laboratoires, tout ce qui touche les activités qui relèvent des bonnes pratiques de fabrication et qui utilisent les systèmes informatisés sont englobés, donc sont tenus en compte cette ligne directrice-là. On va parler aussi des systèmes informatisés ou automatisés qui comprennent l'ensemble de logiciels et de matériaux qui, ensemble, remplissent certaines fonctionnalités. Donc, non seulement le système est informatisé, mais en plus, tous les systèmes automatisés sont concernés, les logiciels, etc., etc. Donc, ici, la validation dont il fait partie intégrante donc, de cette ligne directrice parce que ça fait partie du champ d'application de cette ligne directrice-là, va se faire de façon à ce que ça rencontre donc, les attentes d'utilisation du système et aussi on va tenir compte dans cette ligne directrice-là de l'ensemble de l'infrastructure électronique, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux qui traite donc des bonnes pratiques de fabrication. Donc, tout élément, tout système informatisé qui est en dehors ou qui ne supporte pas les activités de BPF ne sont pas couverts, tout simplement. Donc, si vous avez un iPhone et que vous l'utilisez à des fins de BPF, c'est sûr qu'on va qualifier l'activité qui est faite avec l'iPhone, ainsi de suite. Mais si l'iPhone ne fait aucune des activités de bonnes pratiques de fabrication, donc il n'y a pas lieu de qualifier l'iPhone. Donc, je donne cet exemple parce que c'est courant maintenant d'utiliser les téléphones, les smartphones. Mais là, si on utilise un iPad dans la zone de production, c'est sûr que l'iPad sera qualifié, sera validé et l'annexe 11 va s'appliquer. Donc, c'est comme ça qu'on va faire une ségrégation entre quel système informatisé est qualifié et lequel n'est pas soumis donc, à la validation basée sur l'annexe 11. Donc, quand je parle de l'annexe 11, automatiquement, je parle de notre comment on appelle, de notre annexe ici 11 de Santé Canada, qui est le guide 0050 aussi. Puisque lorsqu'on lit les deux, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence, à part quelques terminologies, parce que nous, on est nord-américains, donc il y a certaines terminologies qu'on va essayer de vulgariser, de changer pour que la compréhension du texte soit quand même à notre portée. Sinon, le principe, la façon de faire, le fait de réglementer le système informatique demeure pareil. Donc, l'esprit même de cette ligne directrice-là, que ce soit le guide 0050 ou alors l'annexe 11 des Européens, c'est pareil, c'est du même mot pareil, donc il n'y a pas de différence. Lorsqu'un système automatisé ou informatisé remplace une opération manuelle, donc on va couvrir l'ensemble de
cette façon de faire, il ne doit pas en résulter une baisse de la qualité du produit, de la maîtrise du processus ou de l'assurance qualité. Normalement, lorsqu'on fait ce genre de changement, c'est toujours pour améliorer, n'est-ce pas? C'est pour améliorer la qualité donc euh, du produit ou alors améliorer le processus de façon positive. Donc, lorsqu'on va remplacer une opération manuelle par un système qualité, la réglementation, en fait, cette ligne directrice va dire que ça doit être qualifié et vérifié de façon à ce que la qualité du produit ou l'amélioration du processus ne soit pas entamée. Et il ne doit pas en résulter une augmentation du risque général lié au processus non plus. Donc, c'est pas parce qu'on ajoute un système informatisé à une activité ou on remplace une activité manuelle par un système informatisé qu'on doit accroître le risque euh, de perdre ou le risque de ne pas se conformer non plus aux lignes directrices ou au BPF. Ça devrait être le contraire. Donc, c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de gestion de risque au niveau de la NES 11 lorsqu'on va l'implanter. Au niveau du contenu, c'est sûr que de façon générale, que ce soit le guide 0050 ou alors la NES 11 de l'Union européenne, les, les sessions sont quasiment pareilles. Donc, on va parler de la gestion des risques, on va parler du personnel, on va parler du fournisseur et des prestataires de services, et on va parler de la validation, donc la phase projet et aussi la phase opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on lance un projet de validation et ensuite, lorsque le projet est bien en place, on doit l'opérer. Lorsque le système est en place, on l'opère. L'opération doit être aussi suivie et qualifiée dans ce cas. Donc, au niveau de la phase opérationnelle, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments, mais bon, c'est sur la slide ici, on voit des, des chapitres, mais en fait, ce sont des choses que nous connaissons déjà, ceux qui sont familiers avec les BPF et le système de 21 CFA Party Level ou la validation en général. Donc, ce sont des choses que nous connaissons déjà. Les données, c'est ce qu'on ingénieur tous les jours dans nos industries. Le contrôle des attitudes, ça, on sait ce que cela veut dire avec notre fameuse conformité, qualité et puis l'intégrité des données. On va parler du stockage des données. C'est sûr qu'on va faire des enregistrements. L'impression, on en fait aussi. L'audit trail, ça, c'est déjà dans le 21 CFR Part 11 de 21 CFR Part 11 de nos amis américains. Donc, c'est quelque chose que les fabricants ou les développeurs essaient d'introduire déjà dans le système informatisé, ou alors ce sont des fonctionnalités qu'il faut demander en addition avec tout le reste. On a la gestion des changements, tout ça, un système qualité en bonne et due forme doit avoir un système de changement. Donc, ce changement doit être appliqué aussi au système informatisé. L'évaluation périodique, ce n'est pas nouveau. On l'a déjà dans les BPF, APQR, certains l'appellent. Donc, si on le fait pour l'ensemble des produits automatiquement, il est fait aussi avec, il est fait pour les systèmes informatisés. Donc, il y a la sécurité ici, sécurité de façon générale, c'est la sécurité des données. Si on a une base de données, si on a des mots de passe au niveau des entrepôts, etc., etc. Donc, si on utilise un système informatisé pour contrôler un entrepôt, il va falloir avoir un système de sécurité en place. Donc,
Ce sont des choses, comme je le disais, qu'on connaît déjà. La gestion des incidents. Dans un système qualité abonné du fond, on a la gestion des incidents, des problèmes, des événements. Ça peut être une déviation, une non-conformité, etc., etc. Donc, on va pouvoir les documenter. Pareil pour les systèmes informatisés. Donc, ensuite, on a la signature électronique qui a la vogue maintenant avec l'événement mondial qu'on a connu, la pandémie, a fait que la signature électronique a été répandue. Ça existait déjà, mais avec la COVID, la signature électronique a été beaucoup plus répandue. Et aujourd'hui, même les agences de réglementation Santé Canada et consorts utilisent la signature électronique pour bon nombre de leurs documents. Donc, et pour nous, la signature électronique doit être validée donc, pour supporter les activités BPF. Il y a la libération de l'eau. Il y en a qui ont des systèmes électroniques pour les dossiers de l'eau. Et donc, ils n'ont plus de papier. Tout se fait en ligne. Donc, il va falloir contrôler la libération de l'eau, valider ce processus, cette activité-là. Ensuite, il y a la continuité opérationnelle. C'est sûr qu'un système informatisé peut tomber en panne. Donc, il faut avoir un système. Ça, c'est un exemple. La panne, c'est un exemple, mais souvent, on va sous-traiter une compagnie qui offre ce genre de service, c'est-à-dire un service de ERP, par exemple. Microsoft Dynamics, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose, bon, on peut l'acheter, mais en même temps, ça peut être loué ou alors des systèmes qui sont dans les nuages. La plupart, il y a certaines applications qui sont dans les nuages qu'on va louer pour utilisation. Donc, il faut que l'entreprise essaie d'avoir en place une procédure, une façon de pérenniser l'activité au cas où ces compagnies-là n'existent plus ou tombent en faillite ou alors on veut changer de système ou d'application. Donc, ça prend toujours un système backup pour pouvoir assurer la continuité donc, des activités au niveau de notre entreprise ou de notre usine. Donc, cette continuité opérationnelle, c'est ce que ça regroupe. Ensuite, il y a l'archivage que nous faisons tous qui doit être sécuritaire. On doit être capable de retrouver nos éléments, nos données dans les 48 heures selon l'exigence de Santé Canada, par exemple. Donc, ce sont des choses qui, normalement, existent déjà dans les BPF ordinaires, mais ici, l'accent est mis en particulier sur le système informatisé. Donc, comme je le disais, un des gros chapitres, donc un gros chapitre, c'est une session en fait, c'est la gestion des risques. Ici, tout doit être basé sur les risques. Les risques doivent être évalués dès le départ. Lorsqu'on veut acquérir un système informatisé, lorsqu'on fait la gestion de risque, ce n'est pas nécessairement pour dire que le système n'est pas bon ou nos activités ne sont pas en conformité avec ce qu'on fait, non, non, parce que tout ou la plupart des activités qu'on va entreprendre et la plupart des outils qu'on va avoir ont des bons et des mauvais côtés. C'est juste aller déterminer quels sont les risques positifs et négatifs liés à notre système informatisé. Donc, la mise en œuvre tout au long du cycle de vie du système automatisé ou informatisé doit tenir compte donc de la sécurité du patient, de l'intégrité des données et la qualité du produit. Ça, ce sont des choses que nous connaissons déjà, donc, et qui viennent soutenir, n'est-ce pas, l'applicabilité donc, de cette ligne directrice-là. Donc, l'étendue de la validation et contrôle d'intégrité des données est basée sur une évaluation justifiée et documentée des risques liés au système automatisé ou informatisé. Lorsqu'on fait ce genre d'études, d'analyse de risque, on voit grand, on voit large, on va contrôler l'ensemble des paramètres qui peuvent jouer ou influencer notre système.
Et c'est ça qui détermine donc l'ampleur de notre évaluation de risque. Et ça, c'est important de le faire. Ça permet de connaître davantage le système et puis notre propre organisation, notre propre département aussi. Ici, pour aller plus loin, nous allons parcourir quelques définitions qui sont importantes à comprendre. On parle des détenteurs du processus, c'est-à-dire souvent dans les entreprises, lorsque des fois je fais des audits et puis je demande qui est le process owner, en anglais, le process owner de ce processus-là, etc., les gens n'arrivent pas à répondre parce qu'ils n'ont pas défini ça. Donc, on ne sait pas qui. Donc, tout le monde utilise le procédé, mais ça n'appartient à personne. C'est vrai qu'on peut fonctionner comme ça, mais dans la plupart du temps, il faut avoir un responsable quelque part qui permet de s'assurer que le processus est bien implanté, fonctionne bien, rencontre les exigences prévues, etc., etc. Donc, un détenteur du processus, un propriétaire du processus, c'est important. C'est la personne responsable de ce processus en tant que tel. Il y a le système owner ou détenteur du système. C'est la personne responsable de la disponibilité du support et de la maintenance d'un système automatisé ou informatisé et de la sécurité des données stockées sur ce système. C'est sûr que si on ne le fait pas pour les autres activités, donc des BPF au niveau de la gestion des activités, au moins, il faut que ça soit déterminé au niveau des systèmes informatisés qu'on met en place. Parce que tout le monde ne peut pas être responsable, tout le monde ne peut pas être non plus administrateur d'un système informatisé. C'est pour ça qu'il y a un administrateur désigné pour soit vérifier les mots de passe ou donner les mots de passe ou régler les problèmes, etc., etc. Donc, il faut arriver à ségréguer ce genre de métier ou ouais, je le dis, de profession ou de responsabilité au niveau des systèmes informatisés, automatisés qu'on met en place. Donc, clarifier le rôle, c'est toujours bien. Il ne faut pas que ça tombe entre deux chaises. Donc, les parties tierces ou tierces parties, bon, c'est third party, on le dit, sont entités qui ne sont pas directement gérées par le détenteur de l'automatisation de fabrication ou d'importation. Donc, ça, c'est pas moi qui ai inventé les définitions, c'est déjà préétabli. Donc, c'est comme ça qu'ils définissent ces terminologies-là. Donc, la session suivante euh, qui, que renferme l'annexe 11, c'est le personnel. Le personnel va jouer un grand rôle, comme dans toute activité PPF. Le personnel joue toujours un grand rôle, mais spécifiquement pour les systèmes automatisés et informatisés. Donc, donc avoir une coopération étroite entre tout le personnel impliqué est très important ici, parce que c'est pas un système informatisé, soit IAPI, MAPI, nommer tout ce qui va gouverner peut-être les systèmes informatisés de laboratoire. Donc, il faut que les gens travaillent de façon, je vais dire, en équipe. Donc, pour pouvoir échanger les idées, pour pouvoir échanger les connaissances, etc. Donc, le détenteur du processus, le détenteur du système, les personnels qualifiés, les services informatisés, tout ce monde-là vont travailler ensemble pour pouvoir soit bâtir le système ou alors l'implanter et le qualifier. Vous voyez, donc c'est un travail de groupe qui se fait. Une seule personne ne peut pas dire, bon, ok, moi je fais le travail, puis je le libère. Non, il faut que l'utilisateur doit pouvoir dire c'est quoi ses besoins. Le fabricant ou le développeur doit pouvoir dire si c'est possible que ça soit fait, comment il le fait. Et le détenteur doit s'assurer que le processus est atteint et que le système rencontre le processus. Le process owner aussi a son rôle à dire. Est-ce que ça rentre dans le cadre, je dirais, des activités ou dans le cadre global de l'entreprise? Donc, il y a beaucoup de
discussions, de connexions, d'échanges entre ce monde-là pour pouvoir s'entendre sur ce qui est attendu donc, de ce système informatisé-là. Donc, le personnel doit être qualifié, donc il faut former le personnel sur le système informatisé et que il y a un niveau d'accès aussi pour toute personne. Donc, un travailleur sur le plancher n'a pas le même niveau qu'un gestionnaire ou le process owner. Donc, on doit pouvoir faire, comment on appelle, décrire les activités qui peuvent être jumelé avec le niveau d'accès. Donc, selon l'activité qu'on fait, on a tel accès. Selon la responsabilité qu'on a, l'accès peut être différent. Donc, cette ségrégation au niveau des activités et des responsabilités et des accès doit être clairement définie aussi au niveau donc, de notre système qualité ou le document de qualification donc, de l'appareil. Au niveau des fournisseurs et prestataires de services, c'est sûr que ça prend des contrats. Donc, dépendamment de la façon dont le service est octroyé. Donc, souvent, il y a un contrat qui est signé entre l'entreprise et puis le fournisseur de services. Ça peut être un supply agreement, ça peut être quality agreement, ça peut être un contrat pour le business continuity, etc., etc. Donc, il y a un paquet d'éléments qu'il faut voir pour s'assurer que on achète chez le bon fournisseur de services et que le service est aussi, enfin, le fournisseur, je veux dire, a toute une équipe ou alors a quand même une responsabilité vis-à-vis de la qualité du système informatisé. Donc, c'est-à-dire que puisque le système informatisé va soit remplacer ou alors complémenter des activités BPF et que le système qualité doit être validé, il faut que le fournisseur aussi soit conscient donc, des lignes directrices qui régissent le milieu pharmaceutique ou biopharmaceutique pour pouvoir adapter son produit donc, à ces industries-là. Donc, c'est pour ça que les fournisseurs, les prestataires de services, c'est important qu'ils maîtrisent les lignes directrices, en tout cas les parties qui les concernent, et qu'ils s'assurent de travailler conformément donc, aux bonnes pratiques de fabrication. Les départements informatiques sont pris en considération de manière analogue aussi. Donc, lorsqu'on a un département d'informatique dans notre usine, il faut que ce monde-là soit formé sur les BPF et travaille donc de façon cohérente ou de façon à ce qu'ils remplissent donc les tâches en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. C'est important, sinon on ne pourra pas livrer la qualité voulue à la fin. Une autre session qui va parler cette fois-ci donc de la validation. On sait que les systèmes informatisés sont beaucoup utilisés et ont une durée de vie aussi. Donc, quand on parle de système informatisé, on va parler aussi beaucoup de changements, on va parler beaucoup de mise à jour, on va parler des petits soucis. C'est pour ça qu'on a aussi une rubrique qui va parler des incidents. Au niveau de la qualité, département de qualité et validation, c'est important de faire la distinction entre ce qui est un incident, une déviation, une non-conformité par rapport au système informatisé. Donc, c'est d'avoir une guide, enfin, un document en place qui permet de naviguer à travers toute cette terminologie-là, de les bien décrire, parce que c'est quoi un incident? Ça peut être grave, ça peut ne pas être grave, ça peut être critique, ça peut ne pas être critique. Donc, c'est à l'entreprise de voir par rapport à la façon dont il gère les risques, de
ségréguer, de définir correctement cette terminologie-là. Donc, la documentation au niveau de la validation va couvrir toutes les étapes pertinentes du cycle de vie donc, du système. Lorsqu'on parle du cycle de vie du système, je viens de le dire, ça part depuis le développement jusqu'au retrait du système dans l'usine. Des fois, ça peut être la mise à jour aussi. Donc, on voit souvent au niveau de Microsoft, de temps en temps, ils disent, ah, mais oui, by the way, ton, comment on appelle ça, ton Office 2013 ne sera plus mis à jour. Donc, dans ce cas-là, il va falloir changer de système. Puisque si le fournisseur dit qu'il ne prend plus, qu'il ne supporte plus ton logiciel, cela veut dire que la durée de vie du logiciel est arrivée. Donc, il faut penser changer. Donc, nous, le guide ou l'annexe 11 nous dit que notre validation, ou en tout cas, notre validation doit tenir compte de ces aspects-là, du début à la fin. C'est ça le cycle de vie. Donc, sur la base de l'évaluation de risque, on doit être capable donc de justifier les standards, les protocoles, les critères d'acceptation, les procédures et les enregistrements. La documentation doit comprendre, le cas échéant, les enregistrements relatifs à la maîtrise des changements, ainsi que les rapports de tous les écarts observés pendant le processus de validation. Donc, on englobe tout, on tient compte du système en tant que tel, tout ce qu'il fait, OK, à quoi il est destiné, à pourquoi on l'utilise. En anglais, on dit souvent le intended use. Donc, il faut tenir compte de ça pour pouvoir élaborer la validation donc, de nos systèmes informatisés. Tantôt, je parlais donc des incidents, etc., non-conformité, déviation. Donc, voici un autre terme ici, les écarts observés, les écarts. Donc, les écarts, c'est quoi? Ça peut être une déviation, ça peut être une non-conformité, ça peut être un incident aussi. Donc, c'est pour ça que je disais que chaque entreprise doit pouvoir être capable de définir cette terminologie-là pour nous enlever toute ambiguïté. Donc, quand on parle d'écart, on sait ce que c'est. Quand on parle des incidents, ben, on sait aussi ce que c'est, et ainsi de suite. Déviation, je crois que la plupart sont familiers avec le mot déviation. Il y en a qui vont parler de dérogation, donc ça dépend. Les terminologies sont assez variées. Donc, c'est à nous de mettre une ligne directrice claire au niveau de cette terminologie-là pour pouvoir, pour ne pas les confondre finalement et mettre en place les bonnes mesures correctives et les bonnes mesures préventives en place. Ensuite, une liste, donc ça prend un inventaire de tous les systèmes informatisés concernés et leurs fonctionnalités en place. L'annexe 11 nous dit aussi que les systèmes critiques doivent avoir une description détaillée, les dispositions physiques et logiques, les flux de données, les interfaces et tous les autres processus. OK? Et aussi les prérequis matériels, logiciels, ainsi que les mesures de sécurité doivent être disponibles et tenus à jour. Donc, le système doit être à jour, doit être bien décrit. D'abord, on décrit le système, c'est quoi l'ampleur ou le niveau de complexité du système sur le plan physique, sur le plan logique. Est-ce qu'il y a les flux de données, comment ça va, ça part, est-ce que c'est rentré manuellement ou alors les données sont générées automatiquement. Quand c'est géré automatiquement, quand c'est généré automatiquement, où vont les données? Donc, qui les approuve et où sont stockées les données? Le système est-il en contact avec un autre système? La base de données communique-t-elle avec d'autres bases de données? Donc, ça va loin, hein? Donc, on doit pouvoir connaître toute l'infrastructure de notre système informatisé pour pouvoir bien valider le système informatisé. Pour ce faire, donc, on a besoin
d'un document appelé besoin de l'utilisateur ou les spécifications de l'utilisateur. En anglais, c'est le User Requirement Specification. Et c'est là-dedans qu'on décrit tout ce dont on a besoin pour pouvoir bâtir le système ou alors mettre en place le processus au niveau de l'entreprise. Donc, mettre le processus en place, c'est-à-dire le processus dit on génère les données, on utilise les données, on la traite, on l'utilise et puis on met un entrepôt donc dans une base de données et après, on s'en débarrasse. Donc, ça peut être aussi un cycle de vie des données qu'on peut élaborer ici, basé sur le système, basé sur les risques aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers ça. Et le User Requirement permet de dresser la liste de tous ces besoins-là. Donc, et la validation se fait justement à partir de User Requirement Specification. Donc, qui est, ma foi, basé aussi sur le risque et l'impact que le système a sur les bonnes pratiques de fabrication. Les exigences de l'utilisateur doivent être traçables tout au long du cycle de vie. Évidemment, lorsqu'on dit que le système génère des données, ça va être cette génération de données du début à la fin. Oui, maintenant, si c'est entravé par un système ou un événement, on va parler d'un incident qui va être documenté, qui va être corrigé. Donc, est-ce que ça prend une revalidation? Et ça, c'est l'équipe technique et de validation qui doit décider qu'est-ce qu'on fait avec ce bris ou cet écart ou avec cet incident-là. Donc, c'est du cas par cas, il n'y a pas une solution à appliquer tout de suite et maintenant. Donc, selon la gravité, selon le risque, selon l'impact sur l'innocuité, la qualité du produit, donc on va décider des actions concrètes à mener. Tout dépend du système et de ce qu'on fait avec le système. Donc, l'utilisateur réglementé doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que le système a été développé conformément à un système approprié de gestion de qualité. C'est ce qu'on disait tantôt par rapport aux fournisseurs et prestataires de services. Ces gens-là doivent être au courant, en tout cas informés et formés sur les bonnes pratiques de fabrication reliées à leur domaine, donc à tout ce qui touche le système informatisé. Ils doivent être capables de comprendre que leur système informatisé a un impact ou joue un rôle crucial sur le développement des médicaments. À ce titre, de façon conjointe, on peut élaborer des systèmes, des procédures, tout ça qui rencontrent les exigences de notre produit. Donc, ça prend des négociations des fois avec le fournisseur et on ne laisse pas le fournisseur comme étant un prestataire de services ordinaire. Donc, on doit pouvoir être capable d'évaluer, en tout cas d'auditer ce fournisseur. C'est sûr que la plupart des fournisseurs de services cloud ne sont pas, n'acceptent même pas l'audit des petits clients. Donc, ce qu'on fait habituellement, les fournisseurs de cloud sont audités par des institutions ou des entreprises de façon niveau élevé. Et ces clouds-là vont élaborer, non, les agences qui auditent les services de cloud, les fournisseurs de cloud vont élaborer des rapports. Donc, souvent, vous allez entendre parler de SOC 3, 2, etc. Donc, c'est ce rapport-là que la validation va utiliser pour s'assurer que le service cloud est audité conformément à la pratique et que l'audit est conforme pas. Donc, pour les autres fournisseurs de services, c'est sûr que on peut aller les auditer, on peut passer, on peut faire un audit papier, poser des questions, rassembler des informations pour pouvoir
soutenir que, OK, le fournisseur rencontre les exigences, en tout cas minimales, des bonnes pratiques de fabrication. Mais dans tous les cas, il y a une action qui est faite, qui est posée pour s'assurer que le fournisseur est évalué d'une manière ou d'une autre. Ici, j'ai présenté de façon grosso modo pour rappel donc le système en V que nous utilisons habituellement au niveau de la validation informatique ou de la validation en général, parce que c'est le même procédé. C'est sûr que on va partir du planning pour développer donc la définition, pour faire la définition des besoins, c'est le user requirement. Ensuite, on va parler de la fonctionnalité, des fonctionnalités qui sont aussi définies, parce que si on développait nous-mêmes notre système informatisé, c'est ce cheminement qu'il faut suivre. Donc, ça prend le planning, le user requirement, le functional requirement, le design, et puis le système en tant que tel qui est bâti. Puis, on fait la qualification de l'installation, la qualification de l'opération, la qualification de la performance et Valuation Summary Reports. Lorsqu'on va acquérir un système informatisé qui est déjà bâti, donc comment on fait, nous, pour qualifier cet équipement, enfin, ce système-là? En fait, le premier élément qu'on va faire, c'est de bâtir notre user requirement. Qu'est-ce que nous voulons comme fonctionnalité et comme besoin? Donc, on va dire, bon, on veut un système capable, enfin, qui possède un écran et qui possède un clavier parce qu'on veut écrire, dont une des fonctions sera de faire des calculs, de générer des données, etc., etc. Donc, on définit tout ça là dans un document qui est le user requirement. Puis, on passe à l'action. Ça peut être un appel d'offres ou machin, etc. Tout ce où le système existe déjà, un COTS, comme on l'appelle. Donc, on va acquérir le système. Puis, lorsque le système est acquis, donc on va développer nos protocoles, puisqu'on connaît déjà le User Requirement Specification. Ici, on va juste acquérir le système et puis valider le système avec le IQOQ, PQ. Donc, grosso modo, c'est le schéma à suivre. Donc, on va mettre en place donc, un processus garantissant qu'une évaluation et des rapports formels traitant de la qualité et des mesures de performance ont été réalisés pour chaque étape du cycle de vie du système. On va aussi prendre en considération l'adéquation des méthodes. Parce que des fois, les scénarios pour tester les fonctionnalités, etc., ne sont pas définis au préalable. Donc, nous, on connaît notre processus au niveau de l'usine. On sait comment le processus... Ah oui, une chose aussi, il faut mapper ce processus-là. La plupart des gens oublient de décrire, de mapper leur processus au niveau de l'usine. OK, donc, puisque c'est un ensemble de petites étapes, de petites activités qui partent d'un point A pour aller au point B, on doit être capable de mapper ce processus-là pour pouvoir bien visualiser et le comparer avec le processus ou les différentes étapes qu'on a au niveau du système informatisé, parce qu'on veut remplacer. Je ne dis pas qu'il faut aller point par point, mais de façon générale, on doit pouvoir être capable de décrire notre processus et de le comparer avec les activités donc, qui est opérées par le système informatisé. Dans ce cas, il faut décrire et bien noter notre scénario ou les scénarios de test qu'on va faire. On doit être capable de démontrer comment ça se passe. En particulier, les paramètres limites du système, les limites des plages, des données, la gestion des erreurs sont pris en considération aussi. C'est sûr, parce que c'est la qualité
tout point de vue. Donc, on ne veut pas perdre notre façon de faire, on ne veut pas non plus générer des erreurs inutilement, on veut rester conforme. Donc, si au niveau manuel, on a des plages d'épuration, il faut que le système informatisé rencontre ce genre de plages opérationnelles aussi. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui a été soumis à la réglementation. Donc, ça fait partie de l'autorisation de mise en marché. Et dans ce cas, ça doit être observé et appliqué, que ce soit manuel ou avec un système informatisé. Et dans la validation, nous tenons compte de tous ces éléments-là parce que le système doit prouver, hors de tout doute, et preuve à l'appui, que le système informatisé fait exactement ce dont il est capable de faire. Donc, s'il y a des plages à observer, il faut que le système informatisé observe ce genre de plages-là. Donc, il faut que ça fasse exactement le travail. L'adéquation des outils de tests automatisés, des environnements de tests est documentée. Si des données sont transférées dans un autre format ou vers un autre système, la validation doit inclure les vérifications garantissant que la valeur ou la signification des données ne sont pas altérées pendant le processus de migration. En d'autres termes, c'est pour dire que la migration des données ou le transfert des données est validé aussi. On doit être capable de s'assurer que ce qu'on a pris à un point A pour aller au point Z n'a pas été transformé en cours de route. Les systèmes automatisés ou informatisés échangeant des données électroniques avec d'autres systèmes disposant de contrôles intégrés garantissant la sécurité et les attitudes des entrées et traitements de données sont vérifiés, qualifiés aussi. Donc, mais là, c'est sûr qu'au niveau de la stratégie de validation, on peut discuter. Donc, c'est-à-dire les interfaces. J'ai un IAPI qui est comment dirais-je, qui est lié à un LIMS, par exemple. Donc, LIMS et IAPI peuvent être connectés et on échange des données, par exemple. Au niveau de la validation, ce n'est pas la peine de s'encombrer, lorsqu'on fait la validation de LIMS, de s'encombrer de IAPI. On peut définir dans notre protocole ce qu'on appelle un boundary, c'est-à-dire une limite. On dit que notre validation se limite seulement au LIMS et que l'interface entre les deux sera peut-être qualifiée dans LIMS ou alors dans IAPI ou séparément. Tu vois? Donc, on essaie de clarifier le point, la limite entre les systèmes. C'est important de le faire, sinon on va se faire avoir par Santé Canada. Santé Canada va demander, avez-vous qualifié le lien entre vos systèmes? Et c'est très important parce que c'est un point critique. On peut perdre des données à ce niveau, alors perdre le contrôle jusqu'au niveau des liens qu'on fait entre deux systèmes. Alors, c'est important de le faire. Euh, j'ai eu ce genre de questions avec Santé Canada, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, l'interface des systèmes qui travaillent ensemble doit être qualifiée. Lorsque des données critiques sont saisies manuellement, il y a un contrôle supplémentaire qui est fait et mis en place pour vérifier l'exactitude de l'enregistrement manuel. Le contrôle peut être effectué aussi par un second utilisateur ou par des moyens électroniques validés aussi. Donc, rien n'empêche que lorsqu'on met un système informatisé en place, qu'on continue toujours pas à faire des manipulations manuelles. Bon, ça va aussi au niveau de l'entreprise que des processus de travail lui-même. La criticité et les conséquences partielles de données erronées et incorrectes saisies dans un système sont couvertes par une gestion de risque, évidemment. Lorsqu'on fait des erreurs ou on encode des erreurs, il faut que des analyses soient faites, des documents nécessaires soient produits pour justifier ça. L'autre rubrique ou session au niveau de l'annexe 11, c'est le stockage des données. C'est sûr que
La plupart du temps, on a des bases de données hein, pour stocker nos données. Tout ce qu'on veut, c'est la traçabilité au niveau de ces bases de données-là, l'accessibilité de ces données-là et aussi l'accès à cette base de données. Donc, au niveau de la sécurité, on doit pouvoir garantir qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de perte, qu'il n'y a pas de dommages, etc. à ces bases de données. On doit être capable d'aller chercher les données rapidement et que les données sont lisibles, exactes, il n'y a pas eu d'altération ou d'aliénation de ces données stockées. Et on doit pouvoir donner des accès à des gens qui ont l'autorité d'aller fouiller dans cette base de données-là. En bref, on doit entourer notre stockage de données avec des mesures de sécurité et contrôler l'accès. Donc, tout ça se fait soit avec le fournisseur ou nos techniciens au niveau de l'informatique. Des sauvegardes régulières de toutes les données appropriées sont effectuées, c'est sûr, parce qu'on va nous poser la question lors des audits ou même lors des plaintes, etc. Donc, c'est pour ça que on doit garantir que les données sont bien sauvegardées et qu'elles sont lisibles. Avec l'intégrité des données, donc, on a accru aussi ce contrôle sur les données. Donc, on doit pouvoir être capable de mettre en place ce fameux ALCOA, donc pour s'assurer que les données ne sont pas altérées, sont lisibles, sont transférables, peuvent être consultées à tout moment et les données sont exactes. Donc tout ça vient jouer au niveau, donc l'annexe 11 l'avait déjà dit, ils l'ont repris sous forme d'une ligne directrice au niveau de l'intégrité des données au niveau santé, non pas Santé Canada, mais de la FDA. Mais si vous voulez avoir une réglementation, une ligne directrice sur l'intégrité des données, il faut aller vers le MHRA. Ça, c'est l'agence de réglementation du Royaume-Uni qui avait sorti la toute première ligne directrice sur l'intégrité des données. Donc, tout est bien détaillé là-dedans aussi. Ensuite, nous avons les impressions, c'est sûr. Avant, dans les BPF, il y avait les impressions qu'on devait vérifier, s'assurer que les impressions sont indélébiles, qu'on peut les garder archivées, on doit signer dessus. Mais avec l'annexe 11 et sur les systèmes informatisés, les impressions, on vient mettre l'accent sur les impressions, donc de sorte que la pratique ne change pas, c'est toujours important de les vérifier, de les sauvegarder et de les stocker aussi électroniquement, mais aussi on doit s'assurer que les expressions incluent toutes les données, que les expressions ne peuvent pas être modifiées ou altérées. Donc, ça doit correspondre tip-top au résultat escompté. Il ne doit pas avoir de biais ou des incidents ou des écarts entre l'impression et ce qu'on veut avoir en réalité. Donc, c'est une façon de garantir que les impressions aussi font partie de tout le système informatisé et que les impressions sont qualifiées, validées aussi. Un autre élément dont on parle souvent au niveau de 21 CFR Part 11, c'est l'audit trail. L'annexe 11 aussi vient mettre l'accent sur l'audit trail. L'audit trail, c'est que toutes les actions effectuées dans un système informatisé doivent être enregistrées, traçables. Donc, si on doit pouvoir, puisque le système en tant que tel est un système de qualité de BPF validé, donc on doit être capable de tracer ceux qui se sont logués au système, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le système, est-ce que ces gens-là ont supprimé des données, est-ce qu'ils ont modifié des données, ils ont ajouté des données. Donc, tout ce qu'on fait finalement doit être enregistré par le système pour pouvoir faire un audit. Donc, c'est ça qu'on appelle audit trail. Donc, normalement, tous les systèmes informatisés qui sont conformes
Donc, à l'annexe 11 ou alors au 21 CFR partie 11, ont une fonctionnalité d'audit trade qui c'est une programmation qui permet d'enregistrer donc les modifications, les entrées, sorties du système, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qu'on valide aussi au niveau des systèmes informatisés et que ça prend une collaboration aussi avec le fournisseur de services pour aller exactement voir comment est-ce que l'audit se fait dans le système et valider euh, cette fonctionnalité-là. Donc, on doit pouvoir être capable de, comme on le fait manuellement, normalement, si c'est manuel, on fait une correction manuelle, on va biffer, on va mettre la raison pourquoi on fait la correction, on initiale et on date. Pareil que dans Audit, cette fois-ci, ce n'est pas manuel, mais c'est dans le système informatisé. Donc, on doit être capable d'aller tracer toutes ces modifications-là et les documenter. L'autre session, c'est la gestion des changements et de la configuration. Lorsque nous avons un système informatisé, c'est sûr que des fois, il ne rencontre pas les exigences de l'entreprise. Donc, on est obligé de faire une configuration ou de changer un petit peu. Tous ces éléments-là sont répertoriés et documentés puisque on va qualifier notre système. Donc, il faut être sûr de ce qu'on qualifie. Au début, j'avais dit que la validation ou la qualification va tenir compte donc du système en particulier et de ses fonctionnalités. Donc, toute modification est documentée euh, et le système est maintenu en état validé tout au long de son cycle de vie. S'il y a des mises à jour, on doit pouvoir documenter les mises à jour, apporter la clarification sur la mise à jour. Est-ce que ce sont des mises à jour critiques? Est-ce que ce sont des mises à jour cosmétiques, etc., etc. Donc, normalement, si le fournisseur est bien organisé, il donne toutes ces informations au départ. Il dit, bon, cette mise à jour, c'est juste une mise à jour de sécurité. OK, ça, c'est important pour nous. On va vouloir qualifier ça. Si c'est une mise à jour pour dire, bon, l'interface, on change de couleur. Avant, c'était vert, on change en bleu. Ça ne dérange personne. En même temps qu'on ne touche pas aux données, ce n'est pas critique, ça. Donc, c'est un exemple que je donne ici. Donc, c'est comme ça qu'on évalue les changements ou les mises à jour par rapport au système informatisé. Ensuite, lorsque tout est mis en place, le système acheté, développé ou acheté, qualifié, mis en place et opérationnel, on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'évaluation périodique. Donc, déjà dans les BPF, au niveau de la partie validation, on est tenu à revalider nos systèmes, nos équipements, nos procédés, etc. Et aussi avec les nouvelles lignes directrices sur la validation des procédés, on a vu que maintenant, ça prend une validation continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste de faire 3 lots de validation, puis dire, OK, on a fini la validation. Non. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un lot, on doit pouvoir le suivre. C'est la validation continue. Donc, la même chose se transpose ici au niveau des systèmes informatisés. Donc, on doit faire un suivi périodique permanent. Euh, je l'ai dit tantôt, que ce soit pour les incidents, les écarts ou des problèmes, etc. On doit pouvoir être capable de les détecter, de les corriger, etc. On doit pouvoir tenir une historique des mises à jour. Les mises à jour sont souhaitées. Il y a une évaluation de risque qui est faite à chaque fois pour voir si la mise à jour a un impact critique ou non critique sur le système. Est-ce qu'on change des fonctionnalités? Est-ce que la façon de faire change? Tout ça là, doit être évalué pour pouvoir requalifier le système. Et au fur et à mesure, donc, c'est ça qui fait que le système est, est maintenu en état validé donc, durant tout le cycle de vie.
Et c'est important. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on voit que la plupart des systèmes ou des applications se mettent à jour automatiquement. Mais au niveau des systèmes informatisés qui sont appliqués au BPF, il faut faire attention. Les mises à jour automatiques ne sont pas tolérées ou alors il va falloir développer une procédure vraiment en place. Parce que au niveau des systèmes informatisés BPF, on doit savoir qu'est-ce qui est mis à jour, OK? C'est quoi l'impact de ces mises à jour sur le système qui est déjà validé. Donc, la mise à jour automatique n'est pas conseillée. Okay. Et des contrôles physiques ou logiques sont mis en place aussi. Contrôle physique, c'est tout ce qui concerne visuellement les barrières, les salles dédiées, etc. Ou alors, un contrôle logique, c'est tout ce qui va concerner les mots de passe, etc. Donc, tout ça, c'est, quand on parle avec les fournisseurs, on a tous ces éléments qui sont, qui sont donnés et qu'on retrace au niveau de la validation. Donc, c'est la sécurité même du système informatisé qui est en jeu. Donc, au niveau de la validation, on va voir que on peut autoriser des gens, donc aussi la gestion des accès, des clés, des badges, des codes d'accès, etc., doivent être réglementés. C'est pas tout le monde qui a accès, etc., etc. Des fois, même les zones sont dédiées. La preuve, la salle des serveurs, c'est pas tout le monde qui connaît où se trouve la salle des serveurs pour une entreprise. Donc, c'est seulement quelques personnes. Vous voyez, c'est pour assurer la sécurité de la salle des serveurs. Maintenant, si vous êtes dans le cloud, c'est pareil, ça prend un administrateur, avec son backup, ce sont eux qui ont le droit de jouer dans le cloud. Tous les autres vont avoir des données, mais sans pouvoir accéder au cloud, vont avoir des données via l'application, en fait. Et au niveau de l'application elle-même, c'est pas tout le monde qui a tous les accès. Il y a des accès pour ceux qui autorisent la matière première, il va y avoir des accès pour ceux qui approuvent, etc., etc. Donc, il y a une ségrégation au niveau des responsabilités et des accès. Donc, tout ça, c'est tenu en compte et les lignes directrices nous le rappellent. Comme quoi, on doit faire attention à ces éléments-là pour ne pas entacher donc, le contrôle ou la qualité du processus ou de la qualité en tant que tel. Et l'étendue donc des contrôles de sécurité dépend de la criticité du système informatisé. Et la création, la modification ou le retrait d'autorisation d'accès sont enregistrés aussi. Lorsque moi, je viens en tant que consultant, on me donne l'accès, ça doit être traçable, ça doit être noté quelque part. Lorsque je le pars, on doit pouvoir être capable de retirer l'accès, de le désactiver. C'est pas supprimer, j'ai dit désactiver. Et on laisse des traces comme quoi il y a tel qui a eu accès durant telle période. Pourquoi on regarde ça? C'est pour s'il y a un bris, s'il y a une détérioration, s'il y a un incident, s'il y a quelque chose, on peut pouvoir retourner en arrière et dire, bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est pour faire aussi des, des investigations pour pouvoir corriger le bris. Donc, on pourra retracer ce qui s'est passé. Les systèmes de gestion des données et des documents sont conçus pour enregistrer l'identité des utilisateurs impliqués dans la saisie, la modification, la confirmation ou l'effacement des données, y compris la date et le, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle aussi l'audit trail qu'on a parlé tantôt. Donc, ce sont les mêmes éléments dont on trace ou on enregistre avec l'audit trail. Donc, on doit être capable de gérer l'accès pour éviter que les informations sensibles ne soient effacées ou supprimées délibérément ou inconsciemment, tout simplement. Ici, cette section concerne la gestion des incidents. Tous les incidents ou pas
doivent être gérés, enregistrés. Donc, on peut aussi parler des défauts des systèmes, des erreurs des données, des non-conformités, etc. Nommer-les. Donc, tous ces éléments-là sont tracés aussi et évalués de façon à ce qu'on apporte des mesures correctives et préventives appropriées. Donc, les causes doivent être identifiées. La plupart des formulaires pour faire ce genre d'investigation ont des sections pour identifier les causes, qu'est-ce qui a causé le bris ou le défaut, etc. Et aussi une section qui va porter sur la prévention et puis la mise en place donc, des mesures correctives et préventives. La section suivante, c'est la signature électronique. Comme on vient de le dire au début de cette webinaire, la signature électronique, c'est quelque chose dont on est habitué maintenant. Normalement, ce n'est plus nouveau, ça devient vieux, la signature électronique. Donc, pour un système informatisé qui possède une signature électronique, on doit pouvoir être capable de valider ça. Donc, concrètement, pour nous, au niveau des BPF, la signature électronique a cette particularité. Donc, on doit avoir au sein de l'entreprise la même valeur qu'une signature manuscrite, c'est-à-dire la signature électronique doit avoir la même valeur que la signature manuscrite. La signature électronique est irrévocablement attachée à son enregistrement. Okay? Si j'approuve un document de validation, il faut que la signature électronique soit apposée pour approuver la validation, le document de validation. Et la signature électronique doit inclure la date, l'heure à laquelle l'action a été complétée. Okay? Donc, vous allez voir que la plupart des signatures électroniques ont ces fonctionnalités-là aujourd'hui, parce qu'au début, ce n'était pas le cas. Même aujourd'hui, il y a encore quelques signatures. Les gens parlent de certaines signatures électroniques, mais qui ne sont pas en réalité des signatures électroniques. Mais une vraie signature électronique doit pouvoir dire pourquoi on signe et la date, l'heure à laquelle on signe. Donc, c'est important de vérifier cet aspect-là de la signature électronique pour les bonnes pratiques de fabrication. Ensuite, la libération de l'eau. Pour ceux qui sont en manufacture, c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut parler des systèmes informatisés qui vont générer des batch records, mais électroniques, quoi. Donc, on va parler de batch record électronique. Electronic batch record, ça existe et on travaille sans papier. Donc, paperless validation aussi, ça existe maintenant. On peut tout faire maintenant paperless. Donc, si c'est le cas, il faut que tous ces systèmes-là soient correctement et conformément validés par rapport aux bonnes pratiques de fabrication, la NES 11 et aussi le 21 CFR partie 11, très important. Donc, c'est une façon de s'assurer que le système fait exactement ce qu'il est supposé de faire et que ça produit les résultats escomptés. Okay? Puisque la libération de l'eau, c'est un acte BPF. Donc, on doit savoir qui, quand et comment cette libération a été faite. Est-ce que c'est conforme? Donc, tout est enregistré par rapport à cette activité-là. Et la signature électronique, effectivement, fait partie donc de cette libération de l'eau, puisqu'il n'y a pas de papier physique. Alors, ça va être la signature électronique. C'est là où on voit que c'est important, cette signature électronique. Donc, la continuité des opérations, comme je l'ai dit aussi au début, il faut avoir un plan en place pour, on appelle ça business continuity, donc pour la continuité opérationnelle. Des dispositions doivent être prises par l'entreprise pour assurer cette continuité, soit via un système aussi électronique ou alors un système papier, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de s'assurer qu'il y ait une continuité au niveau des opérations. Il
Faut pas, parce que le système informatisé tombe en panne et que toutes les activités sont bloquées. Ça ne marche pas, ça. Donc, on doit être capable d'évaluer ce risque-là au début de l'implantation du système pour avoir des solutions de rechange, un mode manuel ou autre en place pour pouvoir opérer. Donc, c'est important. On dit aussi que la détermination du délai est requis pour la mise en œuvre de ces dispositions alternatives est basée sur le risque et adaptée au système particulier et au processus qui le soutient. Archivage, oui, bon, ça dit ce que ça dit, hein. Donc, l'archivage fait partie donc des BPF. On ne va pas s'en cacher. Donc, étant donné qu'il faut garder un lot, un an après sa date de péremption, des fois, les API, c'est 2 ans après leur dernière utilisation, etc., etc. Donc, on peut quand même parler de l'archivage des données. Des fois, il y en a qui regardent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça dépend de comment on a élaboré notre procédure. Donc, si on fait l'archivage électronique, c'est sûr qu'il faut que ça soit validé. Il faut que toutes les précautions soient prises au niveau de l'accessibilité, au niveau de la conservation, au niveau de l'accès même doit être contrôlé. Il faut être capable d'avoir ces données-là de façon intacte, sans altérer leur qualité, etc., etc. Donc, ce sont des mesures qu'on doit prendre et au niveau de la validation, on peut aller questionner cette base de données ou le système d'archivage pour voir si on est capable de recouvrir à nos données facilement et dans l'état où il a été archivé. Des fois, il y a des systèmes au niveau des laboratoires. On va faire l'archivage dans un type de format et lorsque recouvrir, on veut recouvrir les données, ben, le format n'est plus pareil ou le système change de format, on ne peut plus accéder aux données. Ça, il faut faire attention et il faut toujours être sûr que l'archivage soit traçable et que l'on puisse traçable et accessible pour qu'on puisse aller recouvrer nos données de façon rapide et puis efficace. Donc, voilà, cela fait le tour des lignes directrices. Pour conclure, on va dire que le système informatisé automatisé doit être validé et maintenu en état validé, et que ce sont des infrastructures électroniques qui sont qualifiées et maintenues. Et les systèmes existants, c'est sûr que pas seulement existants, mais l'ensemble des systèmes doivent avoir un User Requirement Specification, donc la définition des besoins, et on doit pouvoir analyser les écarts ou les incidents, etc., et documenter tout ça dans une validation. Dans tous les cas, le système informatisé doit accroître la qualité du produit, le contrôle des procédés ou l'assurance qualité. Donc voilà, on vient de suivre l'introduction donc à l'annexe 11 des systèmes informatisés. L'annexe 11 qui parle donc des BPF, c'est une annexe au BPF donc qui traite des systèmes informatisés. Je vous rappelle que les 29, 30 et 31 octobre 2025 aura lieu à Lomé, donc notre atelier de formation sur les techniques de production pharmaceutique, dont le thème est transfert des technologies. Donc, vous êtes conviés tout le monde est convié hein, à cet atelier et nous vous attendons en grand nombre. Aussi, ne pas oublier que nous avons des formations en ligne. Donc, vous pouvez aller les consulter et puis, si cela vous donne, vous pouvez vous inscrire et puis les suivre à votre guise pour avoir la certification voulue. Donc, ce sont les éléments que nous voulons partager avec vous aujourd'hui et nous sommes sûrs que cela vous a apporté des éléments de réponse. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.